Salut Marit. Salut Alex. Comment ça va? Eh ben bien et toi? Super. T'as pas trop peur? Bah non, pourquoi j'aurais pas? Je sais pas, on dirait qu'il y a un crabe qui va te bouffer là. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Ça c'est parce qu'on est au Val d'Enfer. C'est un petit sentier en contrebas du village des Baux de Provence pour cet épisode 4 de Café Vadrouille. Alors c'est quoi le programme? On va commencer par monter très très haut pour avoir une vue sur le village des Baux de Provence, qui est un village médiéval. Je crois que t'aimes ça. Ah bah oui, un peu. Et puis on va visiter aussi la vallée des Baux. Et en vallée des Baux de Provence, il y a un truc de malade qui se fait, c'est l'huile d'olive. Mais pas juste une huile d'olive, c'est l'huile d'olive des Baux de Provence. On a rendez-vous avec Marina, qui est oléicultrice à Mossane, dans la vallée des Baux. Et ensuite on ira au moulin coopératif de Mouriès, la commune d'à côté, la première commune oléicole de France. Ok, donc on va suivre le parcours de l'olive, de l'arbre jusqu'à la bouteille. Exactement. Trop bien. Et puis peut-être qu'on y goûtera un peu, parce que comme c'est la meilleure huile d'olive du monde. Bon, un petit café. Et on part en vadrouille. Et ben voilà, bienvenue aux Baux de Provence. Wouhou! Les Baux de Provence, c'est un des plus beaux villages de France. On peut le voir hyper bien d'ici. Et d'ailleurs, Alex, Baux en provençal, ça veut dire un lieu escarpé. D'accord. C'est un village qui est assez extraordinaire. Ça veut pas juste dire que c'est beau, quoi. Voilà, on arrive à l'enceinte, à la ville fortifiée. On sait que la ville fortifiée, elle existe depuis le Xe siècle, jusqu'en 1866. On rentre par cette porte dans le village. C'est la seule porte d'accès. C'est une porte magnifique, elle s'appelle la porte d'Aiguière. Ça veut dire la porte des eaux en provençal, la porte de l'eau. Parce qu'en fait, on imagine bien que dans un village perché comme ça, il n'y a pas l'eau courante qui arrive. Il fallait descendre jusque dans la vallée pour aller récupérer de l'eau. La porte d'Aiguière qu'on vient de voir, c'est un des 22 monuments historiques des Baux de Provence. Tu te rends compte? Waouh, 22 et tu m'as dit qu'il y avait que 20 habitants? 19. Enfin, okay. 19 c'est sur à l'intérieur de la ville fortifiée. Il y a à peu près 400-500 habitants dans le village en bas des Baux. Ouais, donc 22 bâtiments historiques, c'est quand même énorme. Mais en fait, la plupart, ils datent pas du Moyen-Âge. Ah bon? C'est parce que... Non. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un guide. En fait, il y a un nouvel essor qui a été donné à la ville des Baux de Provence au XVIe siècle, à partir du moment où François Ier a donné la ville en seigneurie à Anne de Montmorency. Ah, mais je le connais, ce cher Anne, qui n'est pas une femme. Qui n'est pas une femme, qui est un grand connétable de France. Ouais. Et il y a quelques hôtels particuliers de la Renaissance qui sont assez fantastiques, et notamment le plus beau. C'est l'hôtel de Montville et il y a la mairie dedans. D'accord. On finira. Et c'était quoi le rapport avec Anne de Montmorency alors? Eh ben c'est à l'époque où Anne de Montmorency prend les rênes des Baux de Provence qu'il y a tout ce renouveau, cet essor. D'accord. C'est un moment de paix en fait en Provence, après des siècles de guerre. Et ben qui dit paix dit prospérité et hôtel particulier. Logique? Tout à fait. Regarde là, le point de vue, il est extraordinaire. T'as à la fois la falaise creusée, on dirait que là qu'il y a une étable, et ces deux églises, enfin cette église et cette chapelle. D'ailleurs, je voudrais te montrer à l'intérieur. On va rentrer, c'est la chapelle des Pénitents Blancs, c'est une chapelle du XVIIe siècle, qui est toute petite, toute mignonne, et qui franchement vaut trop le détour. Ah ouais. Ok. Je t'avais dit. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a quelque chose que je voulais te montrer, un petit détail. Ouais. Si tu regardes là-haut, là, tu vois, les bergers, ils sont en train de regarder. Il y a une étoile beaucoup plus grosse que les autres. Ouais. Et ben, c'est lié à l'histoire des Baux de Provence, ou en tout cas à la légende de l'histoire des Baux de Provence. Cette étoile-là? Ouais. Ok. Parce qu'il se dit
Ici, il se dit que les baux de Provence ont été créés par le roi mage Balthazar. Tu sais, il y a eu 3 rois mages qui sont venus après les bergers adorer Jésus après qu'il soit né, qui suivaient une étoile. Et ben, l'un d'eux, Balthazar, qui a priori était le roi d'Éthiopie, si je ne me trompe pas, a suivi l'étoile, qui l'a emmené jusqu'à Bethléem là. Et ensuite, l'étoile, elle a continué, il l'a suivi, et elle l'a amené ici au Baux de Provence. Et c'est lui qui aurait fondé la cité des Baux. D'accord. Et donc tu vas voir que partout dans les Baux de Provence, on voit ce symbole, c'est une étoile à 16 raies, et qui est l'étoile de Bethléem. Ah, c'est rigolo cette fenêtre. Ici, Ouais. c'est la fenêtre la plus connue des Baux de Provence. Ok. Peut-être même de toute la Provence. Raconte-moi tout derrière cette fenêtre mystérieuse, Bertrand. Bah, déjà, Alex, j'imagine que tu as fait du latin. Donc, Oui. tu comprends ce qu'il y a écrit au-dessus de la fenêtre. Tout à fait. Ça veut dire l'apéro est dans 2 heures. Oh, j'adorerais. Post tenebras lux, ça veut dire après les ténèbres, la lumière. D'accord. Bon. Je te cache pas que je suis un peu déçu. Ouais, j'avoue. Mais écoute, ce que ça veut dire cette fenêtre, c'est que c'est un moment important dans l'histoire des Baux de Provence. C'est une inscription qu'on retrouvait souvent dans les temples protestants, calvinistes. Et au début du XVIIe siècle, il y a beaucoup de protestants en Provence, notamment la famille qui règne sur les Baux de Provence, qui s'appelle les Manville. Et on pense, c'est pas certain, mais ce qui se raconte, c'est que lors de la destruction du château des Baux de Provence par l'armée de Richelieu, en 1631. Donc Richelieu, le méchant de 3 mousquetaires. Je suis content que tu le redises. Eh ben, on pense qu'ils auraient détruit cette maison dans laquelle il y avait un oratoire protestant en gardant juste la fenêtre comme un rappel. Mais c'est fou parce que ça fait quand même près de 400 ans. Et en fait, cette maison, elle est restée comme ça. Maintenant, c'est un des monuments historiques des Baux de Provence. D'accord. Mais la fenêtre est belle. Hein. Ouais. On imagine qu'il y avait un clair. hôtel particulier de ouf. Et d'ailleurs, en face, celui qui accueille la mairie, eh ben, c'est l'hôtel de Manville. Ah là là, Alex, tu vas être comme un dingue. Il y a un film sur la Provence vue du ciel depuis un avion qui vole au-dessus des Alpilles, qui est projeté dans la chapelle Saint-Blaise, qui est juste là, qui n'a pas l'air ouverte. On va aller vérifier quand même. Bon. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit que c'était ouvert. Mais bon, là, clairement, c'est pas ouvert. Du coup, on va pas pouvoir voir les Alpilles du ciel. Sauf quoi? Sauf défi. Parce qu'en fait, Alex, toi, tu t'y attends pas, mais j'ai contacté l'aérodrome de Saint-Rémy de Provence. Quoi? C'est quoi cette histoire? Ils ont des tout petits avions, t'inquiète pas, ça fait pas de bruit. Ils ont des planeurs, tu vas embarquer dans un planeur et tu vas survoler les Alpilles juste derrière nous, les filmer depuis le cockpit et refaire toi-même les Alpilles vues du ciel. Mais t'es un grand malade. Mais c'est génial. Attends, tu dis non ou tu dis oui? C'est trop bien, mais oui, je suis trop chaud. Bon bah super, alors on y va, on part à Saint-Rémy de Provence. Ah là là, c'est ouf! Est-ce que t'es prêt pour ton défi, Alex? Oh là là, je sais pas. Donc j'espère que t'as tes lunettes d'aviateur. Bah écoute, trop chaud. Que t'arriveras à tenir je suis super content. la caméra dans le cockpit, parce que c'est quand même très étroit. Et ça va être juste fantastique. Bonjour. Salut. Bah voilà, je crois qu'on a rendez-vous pour un baptême de l'air. Si vous voulez, on peut aller voir les planeurs. Bah ouais, alors du coup, il y a uniquement des planeurs ici, c'est ça? Il n'y a pas d'avion à moteur? Alors on en a, mais c'est pour faire décoller les planeurs quand il y a besoin. D'accord, ok. Et donc vous faites des baptêmes de l'air, mais vous êtes... c'est une association, c'est ça? On est une association, on fait des baptêmes de l'air, mais notre principale activité c'est l'école, donc on apprend aux gens à piloter. Donc vous faites des formations pour de futurs moniteurs ou des gens qui même les gens comme vous qui arrivent et qui connaissent rien à l'aéronautique, on peut les emmener jusqu'à les faire piloter et pourquoi pas, oui, plus tard devenir moniteur. Ok, d'accord. Donc ça va être dans un de ces planeurs qu'on va... On peut aller les voir, oui.
Alors ça du coup ça va être mon avion. Donc, Oh là bien là. attaché, bien fermé. C'est bon, je suis attaché partout. J'ai mes caméras. Ouais, ça va. Et voilà. Oh là là. Je rentre le train d'atterrissage. C'est impressionnant. Vous êtes super zen, c'est super agréable. C'est trop blanc. C'est trop blanc. Donc là, il y a Bertrand qui est juste là. On peut presque le voir. Alex, Ouais. tu connais un peu l'huile d'olive? J'aime bien, ouais. Tu sais qu'en Provence, il y a une huile d'olive de malade mental. C'est vrai, je me doute. Ça s'appelle l'huile d'olive des Baux-de-Provence. Et là, on va aller voir Marina, Ouais. qui est oléicultrice Ok. dans la vallée des Baux-de-Provence, Ah, donc qui est trop AOP, bien. et qui va nous montrer ses oliviers, qui va nous parler un peu de ce métier. Bonjour Marina, Bonjour Bertrand, comment ça va? ça va, ça va? Allez, check. Merci de nous accueillir au Mas du Boutonnet ou au Mas du Boutonnet? Plutôt masse ici. Plutôt Mas. Ouais. Au Mas du Boutonnet, Ouais. qui est un des hauts lieux de la production d'huile d'olive des Baux-de-Provence. C'est ça. Et ben on est là pour apprendre un peu comment ça fonctionne un mas, comment est-ce qu'on fait de l'huile d'olive, et surtout ici dans les Baux-de-Provence, parce que je crois qu'il y a une appellation d'origine protégée, Exact. Appellation d'origine protégée, Vallée des Baux. ce qui est assez rare je crois en termes d'huile d'olive. Oui, enfin en France on commence à en avoir quand même quelques-unes. Hein. Il y a plusieurs AOP, il y a Nice, Nyon, c'en est Aix, Ouais. quand même pas mal d'AOP, mais la Vallée des Baux ouais, fait partie quand même des fleurons. Des huiles très reconnues, je crois qu'il y a... Alors, je suis peut-être pas très objective non plus sur le... Non, mais au moins, déjà il y a eu une des huiles d'ici qui a été élue meilleure huile du monde. Ouais, au concours Molinas de Madrid, donc c'était vraiment une vraie reconnaissance pour la Vallée des Baux. Ouais. Au niveau du concours général agricole, on est quand même pas mal à ramasser beaucoup de médailles tous les ans. D'accord. Bon, évidemment, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais On en va en général, parler. Ouais. la Vallée des Baux en récolte pas mal. Donc, non, ça fait partie des meilleures huiles qui soient. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller se balader au milieu des oliviers pour Très voir, volontiers, ouais. pas très révéler volontiers. le secret, mais au moins Ah, le secret. faire découvrir un petit peu ce métier? On dit oléicultrice. Ouais, oléiculteur et oléicultrice, ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir oléiculteur, oléicultrice? Les oliviers. Des oliviers, ouais. Bon, en AOP, on a besoin évidemment des variétés spéciales de l'AOP des Baux-de-Provence. Ça veut dire... Il y a 4 variétés obligatoires. Ouais. Alors au niveau de l'huile, après vous les assemblez comme vous voulez, mais vous êtes obligé d'avoir ces 4 variétés dans vos oliveraies, à savoir la Saloninque, qui est le fleuron de la Vallée des Baux, la Berruguette, la Verdale, la Grossane, Ouais. et la dernière qui est la Picholine. Si vous goûtez les différents moulins ou coopératives, on est tous très différents Ouais. parce qu'on les a assemblés de façon différente. Ça, c'est votre recette. Voilà, ça c'est la recette. Et ça se révèle pas. Pas trop. Novembre-décembre, c'est le moment de la récolte. Ouais. On attaque quand on veut, mais l'AOP, à un moment, dit voilà, pour nous, le fruit est mûr, vous pouvez commencer. Et à ce moment-là, ça se passe comment? Parce que dans le temps, c'était presque des petits râteaux pour éviter d'abîmer Ah non, les vous branches. rigolez. Dans le temps, et pas si vieux que ça, parce que je l'ai fait pendant des années, on avait une ceinture, un panier. À la main, une par une.
Et on faisait comme ça. Après, on est passé avec des petits râteaux jaunes. Un petit râteau jaune. Donc, à ce moment-là, on a commencé à mettre des filets. Ouais. Et aujourd'hui, on est sur des perches. En fait, ce sont des perches télescopiques avec des doigts au bout Ouais. qui secouent, alors j'insiste, les branches et non pas le tronc. Fait tomber tout ça dans des filets qui aujourd'hui s'étendent sur quasiment toute la parcelle. On imagine comme un bras et puis Ouais. hop, qui va venir tourner Ouais. et qui arrache pas les feuilles? Pas trop? Un peu. Un peu? Un peu. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de chevaler tout ça, parce qu'à l'époque, on avait les échelles pour... Bah ouais. Aujourd'hui, avec les peignes, surtout moi, les peignes télescopiques, Je crois pas que j'aurais été beaucoup plus haut. on n'a plus besoin des chevalets. Donc là, typiquement, on a ce qu'on appelle les recépés 56. Alors c'est quoi un recépé 56? Alors, en fait, vous voyez, en vallée des Baux, je sais pas si... Enfin, tout le monde a l'image des gros troncs à la marocaine ou comme Ouais. en Grèce et tout ça. Ici, il n'y en a pas. C'est dû au gel de 1956, le fameux gel qui avait défrayé la chronique à l'époque. Tout a gelé. Et 1956, Ouais. on est en fin d'hiver. Ouais. Et il y a une chute des températures Drastique. hallucinante. Ouais. Ça gèle les... Tout a gelé. Alors ils ont eu peur, ils ont tout coupé, d'abord Ouais. pour se chauffer et ensuite pour, en espérant sauver les oliviers. Et du coup, les arbres, voilà, en fait, là c'est typique, vous voyez bien l'ancien arbre. Ouais. Et il est reparti sur 1, 2, 3 pieds, celui-là. Voilà, lui, typiquement, lui, voilà, pareil. En fait, c'est hyper visible à l'œil nu. Hein. Ouais, on voit bien la souche. Ouais, la souche initiale et... On dirait presque une paume de la main avec des Ouais, doigts ouais. qui sont ressortis. C'est le vent de la Provence, ça me rend poète. Bon, donc maintenant, on a vu comment on récoltait l'olive, et on commence à voir toute la difficulté du métier d'oliviculteur et d'olivicultrice. On va maintenant partir à la coopérative de Mauriès, c'est un moulin coopératif, et là-bas, il va nous expliquer comment on passe du fruit à l'huile qui vous servit ici. Et ben allez, on va aller voir ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, on arrive au moulin coopératif de Mauriès. À l'époque, c'est avec ces vieilles pierres qui concassaient les olives pour en faire de l'huile. Aujourd'hui, ça a bien changé, la technique a évolué. On a rendez-vous avec Bernard, qui est moulinier ici. Bonjour Bernard. Bonjour, comment va? Bertrand, ça va? Très bien. On se fait un check comme ça? Check. Ça va bien? Très bien, et vous? Ben ouais, merci de nous accueillir au moulin coopératif de Mauriès. On est là pour apprendre à la fois comment d'une olive on fait de l'huile et qu'est-ce qu'un moulin coopératif par rapport à un moulin classique. Et vous avez beaucoup de choses à nous montrer. On va essayer. Ouais. À savoir, déjà, on peut parler à la différence entre coopérative et privée. Une coopérative, c'est une association, loi 1901, et donc on appartient aux agriculteurs. Ouais. Le moulin, lui, n'est rien, en fait. Il est là au service des agriculteurs. D'accord. Le moulin n'est pas là pour gagner des sous, mais pour faire gagner aux agriculteurs. Eh ben, En super. termes clairs, c'est ça. Alors là, on arrive. Alors, là, on arrive. Le moulin. Dans le moulin, proprement dit. Les olives sont acheminées par des tapis roulants, elles arrivent à la machine qui est là, c'est une laveuse, donc Ouais. on va laver les olives. Arrivé ici, les olives vont être broyées. Donc quand on broie l'olive, tout est broyé, le noyau, la chair, on va créer une tapenade avec les petits bouts de noyau en prime. Donc voilà, c'est tout broyé, on refait cette purée. Cette purée est pompée ici, par ce gros tuyau là, et elle arrive donc dans le moulin proprement dit. Hein, on va voir? Ouais. Allez, On vous suit. on commence le travail par malaxer la pâte pendant une durée d'environ 40 minutes. Une fois que c'est prêt, donc c'est pompé ici, ça passe dans ce tuyau, ça va arriver dans cet énorme cigare là. Ouais. On appelle ça un décanteur. C'est ce qui D'accord. remplace les pressoirs d'autrefois. La pâte est poussée vers l'avant. Ouais. Le jus est projeté sur les parois
et il va remonter le long des parois pour venir sortir ici. D'accord. D'accord? Et là, vous nous avez parlé de jus, pas d'huile. Je parle de jus et pas d'huile. Pourquoi? Parce que dans l'olive, il y a de l'huile et de l'eau. Ouais. Quand on prend 100 litres de jus d'olive, on a à peu près 60 litres d'eau pour 40 litres d'huile. Dans les machines qui sont là, ce sont encore une fois des centrifugeuses. Et donc on va enlever l'eau que contient l'olive, d'accord? L'huile, elle arrive dans des bacs qui sont là. D'accord. Quand elle est là, à la logique, eh bien, elle est terminée et consommable. On peut la consommer immédiatement. Là, on vient de quitter le moulin moderne, Oui. qui date de 2000 à peu près. D'accord. Puis on rentre dans le vieux bâtiment. Alors ce bâtiment, il est historique, parce qu'il date de 1636. Ici? Et, oui, et c'était une énorme ferme qui avait déjà un moulin à huile à l'intérieur. D'accord. Donc c'est pour ça que, par exemple, on voit ici comme des chapelles, Ouais. des petites voûtes, où il y avait ce qu'on appelait des pressoirs à sang. Si vous voulez en voir un, il y en a encore un qui traîne entier. Alors pourquoi à sang? C'est un peu méditerranéen, provençal, tout Ouais. ce qu'on veut. Chez nous, on dit qu'on suce sang et eau. Oui. Et à l'époque, pour arriver à faire la pression, eh bien, on mettait une barre en bois ici. Et donc, il devait transpirer assez fort. D'accord. Donc, Ouais, ok. Donc on suait sang et eau, voilà. après Et c'est en plus, le... parce que pour arriver à extraire l'huile par pression, il faut arriver à faire une pression de 400 kg de pression au centimètre carré. C'est énorme. Énorme. Et donc, je pense au moins les premiers jours, à la fin de la journée, il doit avoir un petit peu les mains craquelées. Ah, j'imagine, ouais. Ils mettaient un peu d'huile et puis ça Ouais, allait. mais- On n'est pas sûr. Alors, l'huile sur une coupure, Ouais, mauvaise idée. ça pique. Et donc ça, on peut... L'idée c'était de mettre... Donc on mettait, ça c'est des vieux scourtins d'autrefois, hein, en chambre. Ouais. On mettait de la pâte dessus qu'on étalait. Parce que déjà l'huile avait été concassée par les meules. Hein. Voilà, elle était écrasée par les meules, tout ça. Une fois que la pâte était dessus, on empilait les scourtins les uns sur les autres. Et puis après, donc, là, à mesure qu'on faisait tourner la vis, elle s'allongeait, et en s'allongeant, elle pressait les scourtins. Et donc on extrayait le jus. On récupérait donc l'eau et l'huile que contenait l'olive. Bon, à l'époque, on n'avait pas les centrifugeuses pour séparer l'eau de l'huile. Ça tombait dans des énormes cuves en pierre, où on attendait patiemment que l'eau et l'huile se séparent. Se séparent, Et d'accord. c'est ce qu'on appelle récupérer l'huile à la feuille. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. En fait, c'est un peu comme une écumoire, sauf Ouais. qu'elle ne s'est pas trouée. Bon, vous voyez, c'est plat, un peu. Et on passait dessus pour récupérer l'huile. Oh là là, quel travail énorme. Si vous voulez, on va aller à la boutique, voir Avec un petit plaisir. peu ce que l'on fait. Donc cette boutique que l'on a fait dans l'ancienne écurie. Ah ouais, du moulin. d'où la mangeoire encore. Voilà, avec la mangeoire. Et la cave à huile alors. Et donc ici, notre cave à huile, on a plusieurs goûts différents. Hein. Ouais. Le premier goût ici, l'ardente, notre fruité vert prédominant. L'artichaut cru. Après, nous avons ici une huile dite traditionnelle. Cette huile-là, elle est un petit peu plus douce, parce qu'on part avec des fruits un petit peu plus mûrs, d'accord. Et enfin, tout là-bas, on a une cuvée découverte qui ressemblerait avec ce qu'on appelle les goûts d'antan. Ouais. Alors, ce sont des olives. C'est ce qu'on appelle le bouquet noir ou le fruité Voilà, noir. Le fruité noir. Alors, quand on fait un fruité vert, tout à l'heure on l'a dit, on doit fabriquer l'huile dans les 24 heures après La cueillette. la cueillette. Un fruité noir, eh bien, l'agriculteur apporte les olives au moulin et dans le moulin, on va faire fermenter, confire les olives. C'est ce que vous nous Et ça, c'est racontiez. un travail un petit peu particulier pour changer le goût. Et ce sera des goûts qui vont aller vers le côté tapenade, olive noire, champignons, truffés, Ouais. cacaotés. Eh ben c'est super chouette, C'est ce bravo qui me plaît dans ce métier-là, c'est Bah, je justement comprends. ce côté sympa, ce côté voilà, de travailler ensemble Ouais. ce beau produit de la vallée des Baux. où il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'ouvrier, on est tous dans la même galère. C'est ça. Salut! Regarde-moi ça! J'ai fait le plein d'huile, de tapenade, de merveilleuses olives cassées. On va aller goûter ça en haut des Baux de Provence. On va se faire un petit festin pour finir l'épisode.
Ah, quelle journée! Ça t'a plu? C'était incroyable. Entre la visite guidée des Baux de Provence, le moulin, la rencontre avec l'oléicultrice, le vol en planeur, on s'est plus donné de la tête. Écoute, si t'as trouvé ça beau, les beaux, c'est juste là. Bon, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires, on répond systématiquement, à partager autour de vous. On vient juste de commencer, donc on a besoin de beaucoup de gens derrière nous. On veut lancer un merci très spécial à plusieurs personnes qui ont contribué au crowdfunding il y a quelques mois. Ouais, un grand merci à vous tous qui nous avez aidés. Et aujourd'hui, tout particulièrement, merci à Graziella Hongrois, Alexia Lyoneton et à Clémence Stéban, à Manuela Asport, et à Marion Vassogne, un immense merci à Clémence Yossac, à Samuel Jouet, à Julia Desplats et Aurore Maudemain, à ma tante Zabeth que j'embrasse beaucoup, et enfin un grand merci à Pierre et Sylvie Berger, et à Maxime Dumont. On tient également à remercier Marina Ambrogi pour la visite dans son eau livrée. Ouais, d'ailleurs ça s'appelle le Mas du Boutonnet. On vous met toutes les infos dans la description de cette vidéo. On remercie aussi Bernard Fournier, le moulinier du moulin coopératif de Mouriès. Et enfin un immense merci à l'aéroclub de Saint-Rémy-de-Provence et à nos moniteurs Alain et Antoine qui nous ont permis de nous envoyer en l'air. Littéralement. Bon, Quant à nous, on vous dit au revoir. Un petit café. Et on part en vadrouille.